Retour à Mediapart pour d'abord le retour sur nos enquêtes, ou plutôt le retour sur le bouillonnement de la société. Pendant la campagne électorale, tout d'un coup, un mouvement social s'est invité. Il s'est invité venu de très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, sur un autre continent, l'Amérique, venu de Guyane, une crise sociale en Guyane avec un collectif massif intitulé « Pour la Guyane décollée » en créole. Nous allons en parler avec Julien Sarthe, qui suit les Outre-mer, comme l'on dit à Mediapart, et on va parler de leur diversité et des questions que ça pose. Mais d'abord, on va aller en Guyane directement, parler avec Marion Brice-Walter, qui est la correspondante, celle qui suit les événements pour Mediapart. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, je vous entends correctement. Alors, moi, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Mais est-ce que nous vous entendons? Marion? Non, toujours pas? Oui, je vous entends. Moi, je vous entends correctement. Ah, ça y est, nous vous entendons. C'est moi qui ne vous entendais pas. Marion, c'est en ligne actuellement sur Mediapart. Vous avez annoncé que la tension retombait un petit peu, puisque c'est l'article d'aujourd'hui même, après l'occupation de Kourou, où le collectif voulait manifester combien il n'était pas satisfait des mesures jugées insuffisantes obtenues du gouvernement. Finalement, ils avaient levé cette occupation et que du coup, il y avait une sorte de pause. Dites-nous exactement où en est la situation. Non, je vous ai perdu. Ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vous entends à nouveau. Ces technologies nous lâchent. Vous m'entendez? Vous m'avez entendu? C'est bon, nous sommes ensemble. Bien. Bon, c'est rassurant. Finalement, la technique, c'est pas tout. Et Julien, on va faire le point ensemble, en attendant que la connexion soit... Bon, c'est un centre spatial, Houston, écoutez-nous, donc on va dire Kourou, entendez-nous. Tu as suivi, tu as fait une analyse d'ailleurs sur l'absurde, tu disais, de cette situation des Outre-mer. Dis-nous, comment tu analyses cette situation de la Guyane dans le contexte actuel? Bien, en fait, aujourd'hui, l'actualité était à Kourou, en Guyane, au centre spatial, puisqu'il y avait du mouvement, les militants sont entrés puis sortis. L'actualité était aussi, les événements, les derniers rebondissements étaient aussi à Paris, puisque la ministre des Outre-mer, accompagnée Erika Barège, tout à fait, accompagnée de pas moins de 3 autres ministres, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, ainsi que le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, sont tous les 4 sortis sur le perron de l'Élysée pour confirmer qu'un plan d'aide, un plan d'urgence, ainsi que plusieurs accords thématiques sectoriels étaient gravés dans le marbre de la loi. C'est ce qu'ils ont annoncé ce matin. Le plan est doté d'1,85 milliard d'euros. Et il sera mis en œuvre plutôt au cours des années à venir. Pour un plan d'urgence, il faut reconnaître que c'est quand même un plan au moins à moyen terme. Cette annonce était connue, elle était annoncée depuis plusieurs jours et elle n'a pas entièrement satisfait les collectifs guyanais. Et c'est de ça notamment que parlait Marion Brice-Walter dans son papier. Et là maintenant, les événements vont continuer de se dérouler en grande partie à Paris. Puisque un comité de suivi sera mis en place et il faudra voir quelle est encore la marge de manœuvre du gouvernement avant le tout dernier Conseil des ministres de cette mandature, mercredi prochain. Donc, en fait, la situation, elle est escalée et surtout, il va falloir que ça se décante assez vite. Ensuite, ça va être compliqué. On va revenir à l'analyse générale. On me dit que Marion Brice-Walter est en direct depuis Cayenne, depuis la Guyane, que la connexion est rétablie. Marion, vous m'entendez cette fois-ci? Oui. Ah, voilà. Je vous entends correctement, tout à fait. Bien. Donc, quelles sont les dernières nouvelles de ce mouvement social guyanais qui s'est invité pendant la campagne présidentielle?
Alors les dernières nouvelles sont les suivantes. Une délégation de membres du collectif qui avait fait irruption au Centre spatial guyanais ces dernières 24 heures en compagnie d'élus et d'avocats de Cayenne avait décidé de rester donc avec le directeur général du Centre spatial guyanais dans une salle de la cité spatiale pour que l'Europe et Paris répondent aux attentes toujours en suspens, selon le collectif, toujours en attente. Et finalement, il y a quelques heures, cette délégation est sortie du centre spatial. Ils disent avoir été entendus, ils n'ont pas forcément eu les réponses. Ils ont libéré donc ce centre spatial. Les blocages routiers sont maintenus, donc les réunions de collectif sont toujours en cours. Donc le mouvement ne faiblit pas, si ce n'est que des premières dissensions apparaissent. Le MEDEF local a appelé à une levée des barrages pour que la vie économique reprenne son cours. Les agriculteurs qui jusqu'à présent également tenaient des barrages les ont levés et le port de commerce a été libéré. Mais Marion, ce qui frappe dans vos articles, le premier qui, sur l'entrée en crise, rappelait que tout ça couvait depuis plusieurs mois. Premièrement, c'est justement le fait qu'il faut un immense mouvement social pour que le gouvernement, tout d'un coup, se rende compte d'une réalité qui était parfaitement documentée. Et deuxièmement, c'est le côté très large, 37 organisations de tous les milieux sociaux professionnels. C'est carrément la société guyanaise qui s'est soulevée. Complètement. C'est toutes les corporations, tous les secteurs, toutes les personnes, les adolescents, les lycéens, les retraités, les chômeurs, les personnes en activité, les personnes sans activité. Il y a vraiment un florilège de la société dans toute sa diversité qui s'est regroupée et qui montre à quel point l'exaspération est générale, elle est totale et elle est partagée. D'où le poids de ce soulèvement et la légitimité aussi donnée à ce collectif qui finalement est né de nulle part, qui a pris de court aussi bien les élus que les organisations syndicales. Mais ce mouvement qui s'est d'ailleurs vérifié dans la rue à deux reprises, à travers des marches, est complètement inédit. En Guyane, on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les rues les gens manifester, si ce n'est sporadiquement. Et là, ça a vraiment été un symbole en fait, de cette exaspération de ces derniers mois qui a forci, mais qui est latente ou en tout cas exprimée depuis des années. Et l'autre question sur l'impéritie, l'attentisme des pouvoirs publics, car on voit tous les candidats faire des tours dans les Outre-mer pour avoir des votes, et puis là on s'aperçoit que combien il y a eu de l'attentisme, de l'immobilisme. Il faut rappeler qu'il y a eu un précédent mouvement social en Guyane qui a allumé la mèche des mouvements sociaux en Martinique et en Guadeloupe de début 2009 contre ce qu'on a appelé la profitation. Donc, cette spéculation dans les grandes surfaces, dans les tarifs des téléphones, dans toutes ces marges que se faisaient sur le dos des peuples les entreprises. Alors, 2008-2009, c'est pas si loin. Et finalement, comment expliquer, avec tous ces fonctionnaires, toute cette administration, Kourou, dont ils sont si fiers, pourquoi ils agissent si peu ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Ce qui ressort des témoignages des personnes dans la rue, des membres du collectif, c'est cette impression de répéter toujours les mêmes choses, c'est-à-dire, par exemple, les besoins en construction scolaire. Et donc, les ministres, les délégations ministérielles qui se succèdent disent entendre ces attentes, mais on a du mal à se voir concrétiser derrière des constructions scolaires, des dotations qui seraient servies pour de telles constructions d'établissements. Donc, il y a vraiment cette sensation de répéter des choses et de ne pas être entendu. Et il y a également, je pense, ce difficile rapport de Paris avec les territoires d'outre-mer, comme on les qualifie, qui est beaucoup plus ancien en fait que ce simple quinquennat ou même celui qui l'a précédé. Alors, est-ce que justement, il ne faut pas prononcer le mot ? J'ai vu que dans vos articles, vous le racontez, ça a fait débat. L'un des membres du collectif a reposé la question du statut après ce référendum qui a rejeté l'idée d'une autonomie plus spécifique à la Guyane. Est-ce que, tout simplement, tous ces mouvements sociaux ne traduisent pas quoi ? Une situation coloniale, une dépendance d'une métropole qui est
proclamée métropole qui est à des milliers de kilomètres, il y avait un exemple dans les revendications qui l'illustrait, c'était la demande du collectif, je ne sais pas si elle a été satisfaite, de pouvoir aller acheter de l'essence, du pétrole, en Suriname, qui est le pays voisin, qui est indépendant, qui est un pays qui a sa souveraineté et qui a du pétrole. Donc ça permettrait d'avoir du pétrole meilleur marché. Et ça illustre bien une situation de dépendance coloniale. Oui, et justement, vous parliez des événements, des blocages et des grèves de 2008. En 2008, avait été réclamée la possibilité de pouvoir acheter du carburant au pays proche de la Guyane, qui est aujourd'hui ravitaillé par la Martinique. Le Suriname, à cette époque, n'avait pas un carburant aux normes européennes. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc clairement, cette question, elle revient dans la bouche des porteurs du collectif et même des citoyens, à savoir, bon, maintenant que le Suriname a les normes européennes, est-ce qu'on va pouvoir, oui ou non, s'approvisionner directement auprès de lui? Donc c'est vrai que c'est ça questionne ce rapport de la France et de la Guyane, et donc du cordon ombilical qui lie ces deux territoires. Et oui, en effet, on est en plein dedans et on est en plein questionnement. Ce n'est pas facile parce que la Guyane doit aussi se positionner dans son environnement régional, avec des pays alentours qui ont beaucoup à offrir et qui ont beaucoup à échanger avec la Guyane. Et à ce jour, c'est vrai que on n'est pas encore au stade optimal de ces échanges. L'exemple du carburant dit bien ce qu'il y a toujours derrière une situation coloniale. Il y a des intérêts économiques. Évidemment, ceux qui font en sorte que ce soit le carburant qui vienne de la Martinique, ce sont aussi les intérêts économiques dominants dans ces départements d'outre-mer. Deux dernières questions, vu le décalage du débat ici. Il y a eu une chose anecdotiquement bavarde. Il y a un quotidien qui s'est étonné que l'on parle de peuple guyanais. Ça a été un grand article en une du site du Figaro, parce que la ministre d'Outre-mer a dit « le peuple guyanais ». C'est une évidence qu'il y a un peuple guyanais, non ? C'est une évidence en Guyane, mais certainement pas en France. Je crois que c'est aussi un des mots de ce mouvement et de ce qui se passe aussi dans les Outre-mer, cette revendication d'une identité guyanaise. Je pense que la lecture n'est pas la même dans certaines villes de France et dans certaines villes ultramarines. Le peuple guyanais, vu de la Guyane, n'est pas du tout un beau mot. Bien au contraire, c'est être différent dans une même république, mais ce qui ne veut pas dire que les gens ne font pas front commun. Et ce besoin d'identité, de reconnaissance de l'identité guyanaise est au cœur aujourd'hui du mouvement. Vous le voyez par exemple avec la demande légitime de certaines personnes d'incorporer dans les programmes scolaires l'histoire du continent sud-américain, l'histoire de la Guyane avant la colonisation, avant l'esclavage. On est en plein dedans là. Et ultime question, il y a une personnalité politique dont on parle beaucoup ici en France, qui est de Guyane, qui est Christiane Taubira. Elle est passée où pendant ce mouvement social ? Alors, elle a fait, je l'ai aperçue, je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas suivi son actualité, mais je l'ai vue aller sur certains barrages. Elle s'était proposée au tout début comme médiatrice, si le besoin s'en faisait ressentir pour activer ou en tout cas voilà, pour faciliter les discussions. Je n'en sais pas plus, je vous avoue que je n'ai pas suivi son actualité, mais je crois qu'elle a rebondi dernièrement en appuyant les demandes de rediscuter ce changement institutionnel. En tout cas, on va continuer à suivre, grâce à vous, Marion, sur Mediapart. Ce mouvement social, vous le dites, ne faiblit pas. Les barrages sont maintenus. Non. Et donc, ils vont tout à fait. continuer. Et on va voir en plus l'impact, sans aucun doute, peut-être en Guadeloupe, en Martinique, parce que tout ça communique et est en relation. Merci et à très vite sur Mediapart. Et comme on dit en créole, tiens béret, pas molli. Hein. Julien, retour à Paris. On va le faire en français. Hein. On ne va pas le faire en créole. De la Réunion, on pourrait dire cette fois-ci. On était en train de parler de cette situation générale. Et là, j'abordais quand même
même s'il y a une diversité des situations entre la Nouvelle-Calédonie, qui va avoir un référendum sur son statut probablement à l'automne 2018, lié aux crises dramatiques des années 80, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, qui ont des régimes différents, parfois des assemblées uniques, parfois régions et départements, la Réunion, Mayotte, le 101e département, au cœur d'un archipel, les Comores. On pourrait multiplier les exemples. Il y a bien une question qui est comme un point aveugle ici vu de Paris, c'est le fait que la France est la dernière puissance coloniale directe du monde. Oui, c'est le cas. En fait, la question statutaire revient toujours. Elle revient systématiquement, elle revient régulièrement. Elle est plus complexe que la question... Vue d'ici, en fait, c'est ce que vous disiez. Vue d'ici, on imagine la question statutaire comme la question de l'indépendance. Parfois, parce qu'il y a quand même une grande ignorance, une grande méconnaissance du public, parfois même des décideurs, voire des élus nationaux de la métropole envers l'outre-mer. Et donc, bien souvent, ces personnes voient la question statutaire sous le prisme de l'indépendance. D'ailleurs, il peut arriver que des sortes de trolls disent, eh bien, à chaque fois qu'il y a une crise dans l'outre-mer, eh bien, très bien, donnez-leur leur indépendance. Ça revient régulièrement. En fait, c'est plus compliqué. Les situations institutionnelles et statutaires sont toujours complexes. Il faut, pour bien le comprendre, se référer d'abord à la base, à la Constitution française, qui, dans ses articles 72, 73 et 74, définit les relations entre la France et ses territoires d'outre-mer, qui peuvent être, et c'est précisément ce que décrivent les articles de la Constitution, des collectivités, des départements, aux compétences plus ou moins élargies. La dernière fois que la question s'est posée, alors la dernière fois, vraiment, c'est en 2011, quand Mayotte est devenu le 101e département français. C'est très récent, ça pose beaucoup de problèmes. Mais juste avant, en 2010, les Guyanais avaient eux-mêmes été consultés précisément sur cette question. Ils avaient refusé. Et ils avaient choisi de rester sous le régime de l'article 73, c'est-à-dire le département d'outre-mer, où, là je cite la Constitution, les règles s'appliquent de plein droit. Et donc, ils avaient renoncé à une autonomie. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand on parle d'un rapport colonial de la France à ses territoires d'outre-mer, de voir que la Guyane et Mayotte, qui sont les deux départements qui ont l'actualité constitutionnelle la plus récente, sont les deux territoires qui posent en ce moment, enfin qui posent, en tout cas où les crises sont les plus exacerbées. Mais est-ce que, et c'était un peu le thème de ton article, Outre-mer des territoires en route vers l'absurde, est-ce que le fait qu'il y ait cette butte témoin d'une relation différente, aujourd'hui le monde est globalisé, le monde est interdépendant, tous ces pays, la Réunion, eh bien son univers c'est pas Paris, son univers c'est Madagascar, c'est Maurice, c'est l'Afrique du Sud, c'est des relations qui se font localement. De la même manière, on l'a vu pour la Guyane, qui est dans son continent, les Caraïbes, maintenant tout ça communique, et on pourrait continuer l'océan, le Pacifique pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est pas une impasse au sens où, qui dit département, et c'était l'enjeu de la fameuse loi sur la départementalisation juste après la Deuxième Guerre mondiale, portée par Aimé Césaire à l'époque, qui en a fait la critique lui-même, c'était l'égalité. Oui. L'égalité. Or, tous ces mouvements sociaux disent qu'il n'y a pas égalité, premièrement. Et deuxièmement, ils disent que la dépendance économique, loin de résoudre les problèmes sociaux et économiques, loin de permettre un développement durable, sain, stable, etc., crée, et tu le rappelais quand même dans ton article, crée selon l'INSEE, plus d'un actif sur 5 est au chômage dans l'outre-mer. Et ça fait parfois jusqu'à un quart, puisque ça va jusqu'à 24%. Tu as interviewé une historienne, Françoise Vergès, qui dit « Mais le problème, c'est cette façon de penser la République française dans ce monde interdépendant horizontal, comme si ce monde vivait sous cloche. 80% des échanges économiques, y compris alimentaires, ils se font avec la France. Et avec, évidemment, les minorités économiques profiteurs qui se sucrent au passage, non ? Oui, c'est ça. Et en fait, une fois, Françoise Vergès part vraiment d'un point intéressant. Elle dit que c'est tout un cadre de pensée qui est en crise. Et une fois qu'on a fait ce constat,
on peut que essayer de penser différemment, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. L'impasse est telle, à Mayotte, la pénurie d'eau continue. Alors là, les tours d'eau, c'est-à-dire les restrictions d'eau, sont en train d'être allégées, mais il y a quand même un département français où, jusqu'à il y a quelques jours, il y avait de l'eau seulement 1 jour sur 2. C'est quand même fou. Et de l'eau potable uniquement à des rampes d'eau. Les écoles primaires étaient ouvertes par intermittence. Les services publics sont complètement engorgés. Enfin, ça produit des situations folles qu'on ne peut pas prétendre résoudre comme ça, de toute façon. Mais le fait est, et c'est ce que je racontais dans mon papier, que actuellement, et au cours de ce quinquennat comme au cours des quinquennats précédents, la réponse de la France, la réponse étatique, n'a pas été de changer ce cadre ou au moins de prétendre le faire. Elle a plutôt été de poursuivre sur le chemin de l'intégration, d'une intégration qui est fallacieuse, mais vers l'égalité réelle, qui est donc là, récemment une loi qui a été adoptée à la toute fin, à l'extrême fin de la législature, et qui promet le rattrapage carrément des écarts de développement entre les Outre-mer en général et la métropole à l'échelle d'une génération. Mais tout ça est suspendu à la signature de contrats de convergence qui seront eux-mêmes soumis au bon vouloir des exécutifs locaux et nationaux à venir. Ça n'est pas non plus chiffré. Et de toute façon, il paraît, au regard des mouvements sociaux actuels, de la pensée de personnes, d'historiens ou d'intellectuels comme Françoise Vergès, que vouloir rattraper à tout crin le niveau de vie et surtout le mode de vie hexagonal. De consommation, de dépenses. C'est ça. C'est aussi une question de mode de vie. Sur des petits territoires qui peuvent s'épuiser très vite au niveau de la nature. Voilà, ça paraît être une absurdité parce qu'en fait, ça ne prend pas en considération le fait que le monde autour des territoires d'outre-mer change et que ça, Paris n'y peut rien. Si même on rattrape le niveau de vie en Guyane ou à Mayotte, autour, les populations, elles, vont toujours venir. Donc l'immigration est toujours invasive, massive. Et ça, c'est qu'un exemple. Il y a aussi le changement climatique qui menace d'une façon différente l'Hexagone et les Outre-mer. Et ce mode de développement fait des destructions immenses. C'est le cas dans les Caraïbes, sur la barrière de corail. Et ça, le changement climatique, les pays autour, l'immigration ou... voilà, tous ces autres changements régionaux, mondiaux, en fait, au niveau global, ça, Paris n'y peut rien. Et le fait que dans la Constitution, la Guyane soit un département au lieu d'une collectivité autonome, ça ne change absolument rien à ces grandes problématiques. Alors, Julien, dernière question. Comment expliquer, dans cette campagne électorale, où on les voit tous aller se promener et à faire des lapsus bavards quand M. Macron, à La Réunion, parle de la Guyane comme une île. Ce qui veut bien dire, si on entend bien, qu'au fond, la dépendance coloniale en fait une île. Comment se fait-il qu'aucun d'eux n'ait une pensée complexe, c'est-à-dire une pensée de se dire, il pourrait y avoir, vu les liens qui parfois sont multiséculaires, une souveraineté en relation, aider ces territoires à avoir leur identité et à se construire en relation avec l'environnement local, au lieu d'être dans l'obsession de cette dépendance qui ne fait que les épuiser. En fait, c'est... alors, plus qu'une explication, je peux davantage proposer un constat, c'est que l'outre-mer, les outre-mer ont toujours été envisagés par la métropole comme une ressource. Et en fait, leur économie a été façonnée uniquement pour servir celle de l'Hexagone. Dans un échange inégal, voire dans un pillage, et voilà. Ça commence avec la traite négrière. Et ça, c'est valable depuis toujours. Ça commence avec la traite négrière, mais ça se poursuit aujourd'hui avec des ressources comme la banane aux Antilles ou la monoculture de la canne à sucre à La Réunion. Et en fait, l'exemple peut être décliné avec des choses terribles, puisque, par exemple, en Polynésie française, il ne s'agit pas de banane ou de canne à sucre, mais d'essais nucléaires. Donc, c'est encore une ressource différente et criminelle, en fait. Mais, du coup, en fait, ce mode de fonctionnement ne permet pas un changement rapide, puisque les économies changent, tout ça change, mais pas aussi vite que ça pourrait. Et le discours politique, lui, est prisonnier
prisonniers de lobby et puis prisonniers de l'inertie qu'on produit au fil des années. C'est ce rapport exclusif. Donc voilà. Et il n'y a aucun des candidats qui propose de changement radical parce que c'est trop lourd. Si on change si on change l'économie globale des Outre-mer, il faut changer le statut. En fait, il faut complètement changer, donc aucun des candidats actuels ne le propose. Oui. Au point que quand il est prisonnier aussi du préjugé. Bien On sûr. vient de simplement rappeler, il y a un article sur Mediapart venu du Portugal, qui a été l'autre dernière puissance coloniale directe jusque dans les années 70. Donc maintenant, il ne reste plus que la France, mais il y avait à l'époque l'Angola, le Mozambique, et la décolonisation a été liée à la chute de la dictature. Il y a un article de Philippe Ries depuis le Portugal, à partir d'une exposition Portugal, où le Portugal assume très clairement de dire oui, c'est un crime, oui, la colonisation, pas seulement l'esclavage, et c'est un crime aux effets inépuisables. De manière économique, il montre des études très fines qui montrent comment la colonisation, loin d'apporter du développement, a profondément, durablement, et on le voit dans des cartes qu'il montre sur l'effet de la traite négrière en Afrique, eu des conséquences. Dernier point, c'est la Guyane. Il faut quand même rappeler, tu l'as dit aussi sur Mediapart, en Guyane, il y a des peuples, selon ce qu'on dit dans les Nations Unies, ce qu'on appelle les peuples autochtones, comme les Indiens d'Amérique, comme les Indiens d'Amazonie. Et la Commission consultative des droits de l'homme a rappelé la France à ses devoirs récemment, non ? Oui, tout à fait. Elle a rappelé que la France ne respectait pas... bafoue les droits des peuples autochtones, c'est ce que tu as écrit. Elle ne respecte pas leurs droits fondamentaux. Et en fait, c'est une situation qui est largement méconnue ici en métropole. Mais il y a effectivement de nombreux peuples autochtones. Il y a au moins 6 peuples premiers et qui ont... Bon, alors moi, je ne les connais pas très bien non plus. Il y a les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, voilà. Avec toutes sortes de langues différentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une langue en Kanaki. Il y a les Amérindiens en Guyane, voilà. dans leur diversité. Et en fait, justement, même au sein des peuples autochtones, il y a de la diversité. Ils n'aiment pas qu'on les appelle les Amérindiens. Ils disent qu'ils n'ont absolument rien d'amer et que de toute façon, ils ne sont pas indiens, puisqu'ils vivent sur le continent américain. C'est bien. Et en fait, eux sont face à des problèmes colossaux. C'est même déchirant quand on s'intéresse à leur cas. C'est assez déchirant. Ils ont des problèmes d'acculturation, étant donné qu'ils n'ont pas d'établissement scolaire. Ils ont une obligation de scolarité. Ils sont obligés de scolariser leurs enfants, mais ils n'ont pas d'établissement scolaire à proximité. Donc, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants extrêmement loin. Et ça produit des ravages considérables dans leur culture, dans leur âme, en fait. Voilà.